Précédemment, nous avions abordé les prérequis de la politique handicap d'inclusion professionnelle dans la sphère éducative, à savoir le premier grand domaine. Et maintenant, nous nous intéressons au deuxième domaine, c'est-à-dire les missions cœur en développement. Êtes-vous toujours intéressés? Alors restez avec nous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Jean-Xavier Lichelet. Je suis heureuse de vous recevoir et poursuivre avec vous la causerie 6 intitulée « L'importance d'une communication adaptée ». Bonjour Madame Ducré, merci beaucoup pour ces propos introductifs et donc votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à nouveau. Donc comme vous l'avez très bien dit, après avoir exploré ces prérequis d'une politique handicap d'inclusion professionnelle, premier domaine qui permet de structurer cette politique, là nous allons aborder donc dans cette nouvelle causerie, cette 6e, les missions cœur des correspondants handicap. Et donc plus particulièrement, nous allons nous intéresser à un thème qui est très important, à savoir la communication, pour être dans une perspective de développement de cette politique handicap d'inclusion professionnelle. Alors justement, je rebondis sur une question. Quelles évolutions observez-vous sur la manière de communiquer sur le handicap ces dernières années? Alors effectivement, il y a beaucoup d'actions de communication qui ont pu être faites depuis la loi de 2005, même avant, mais je reste sur la loi fondamentale de rupture que constitue la loi du 11 février 2005. Je dirais qu'en introduction, il y a un point fondamental qui est à rappeler, puisque donc en à peu près 20 ans, on dresse les mêmes constats. C'est les campagnes de communication, je parle de campagnes de communication au sens large, c'est sensibilisation, information, formation. Ces campagnes-là, elles sont indispensables et l'expérience montre qu'elles doivent être développées selon une temporalité régulière. Donc, la démarche de communication au sens large, c'est bien une démarche permanente et non ponctuelle dans les organisations. Ça, c'est déjà un premier point. Voilà. Donc ça n'évolue pas par rapport aux années précédentes. Je veux dire, ça, c'est une donnée qui est intemporelle. Cette mission cœur, elle intègre plusieurs objectifs désormais. Et là, on rentre du coup progressivement dans votre question et donc dans cette temporalité. Qu'est-ce qui change depuis quelques années? Donc cette mission, elle intègre donc plusieurs objectifs par la réalisation déjà d'actions, je dirais à vocation générale, tout public, dans le cadre professionnel, et progressivement aussi d'actions plus ciblées vers différents publics. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est sans doute là, je dirais, l'évolution majeure que nous pouvons constater ces dernières années. C'est-à-dire que derrière l'action de communication, progressivement, eh bien, il y a l'obligation de résultat, désormais. L'approche, elle n'est plus simplement, je dirais, de parler gratuitement, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais gratuitement du handicap, pour sensibiliser globalement, informer, selon une approche d'ordre général de lutte contre les stéréotypes. Cette approche-là, elle demeure, attention, elle est importante, elle demeure, mais nous en avons une autre qui se met en place parallèlement, et désormais il y a vraiment il existe une approche, je dirais, en efficience de l'action de communication, et dès lors la réflexion va porter aussi sur les cibles de cette communication. Voilà. On parle bien de cible en termes de communication. Voilà. Et donc du coup on va essayer de cibler ces actions vis-à-vis de certains publics, en commençant par les BOE eux-mêmes et les personnels, les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Il y a tout un sujet aussi sur l'approche vis-à-vis des encadrants et des managers pour mieux accueillir et préparer les collectifs de travail à l'accueil, à l'intégration des personnes en situation de handicap. Il y a aussi une formation des agents eux-mêmes, donc des collectifs de travail, indépendamment des encadrants. C'est le rapport de agent à agent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, et là je fais le lien avec les causeries précédentes, il y a les acteurs du handicap eux-mêmes.
puisque dans les actions de communication au sens large, il y a aussi la formation. Voilà. Donc, je dirais, en résumé de la réponse que je peux vous apporter, les objectifs de cette communication, désormais, ils sont les suivants. D'abord, encore et toujours, ces actions d'ordre général. L'information sur la définition du handicap, au sens de la loi de 2005. Si vous vous souvenez bien, nos premières causeries introductives, j'avais bien précisé que le texte de la loi demeure, mais que le sens que nous attachons aux mots derrière cette définition, ce sens-là peuvent évoluer. Et donc, la définition du handicap, alors même que le texte est le même, n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, c'est aussi un argument pour communiquer et adapter la communication, je dirais, d'année en année, en fonction de la maturité acquise sur la thématique. Il y a bien sûr, deuxième objectif, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, ça demeure. C'était bien vu précédemment. Et je dirais qu'aujourd'hui aussi, on essaye de mieux définir les messages que nous passons en termes de communication, en fonction aussi des besoins. Donc, par exemple, on se rend compte que, en expérience, je me rends compte que j'ai régulièrement des personnes en situation de handicap qui veulent se déclarer, qui ne savent pas comment faire. Et elles n'ont pas en tête que, en fait, quand elles veulent se déclarer, finalement, il y a une double déclaration à faire. Une première à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et puis une seconde directement à l'employeur. Et c'est pas parce qu'on a fait la déclaration auprès de la MDPH, première déclaration, qu'on s'est déclaré à l'employeur. Voilà. Donc c'est ça, là il y a un vrai besoin. Et donc on est dans justement les cibles de communication, et on n'avait pas cette approche-là, en tout cas les années précédentes. Il s'agit aussi pour nous de, je dirais désormais au sein de la sphère éducative, de mieux informer sur les dispositifs, peut-être de manière aussi plus réaliste, et aussi en tenant compte des objectifs, par exemple, de la loi de transformation de la fonction publique, d'accompagnement des parcours, et d'intégrer cette temporalité aussi de l'accompagnement dans nos actions de communication. Donc, on fera à la fin de la causerie, on regardera différents flyers et affiches, et je pourrai développer cela. En tout cas, voilà, dans tous les cas, et pour conclure sur cette question, on recherche surtout à instaurer, je dirais, un lien de confiance entre la personne et l'employeur, allant jusqu'à la déclaration du handicap. Et donc, nos supports de communication ne doivent plus être axés sur la déclaration du handicap, qui en soi, finalement, quand on y réfléchit, n'est qu'un moment, en vérité, mais bien sur l'accompagnement nécessaire par un référent handicap, tout au long du parcours de la personne, de son accueil, jusqu'à ce qu'elle quitte l'organisation pour aller vers d'autres employeurs, publics ou privés, ou voilà, vivre une autre vie au-delà de la sphère professionnelle. Très bien. Alors, justement, avez-vous des exemples d'événements auxquels les employeurs sont invités à participer? Alors, nous connaissons tous déjà bien le Duoday, la Semaine européenne du handicap, mais y a-t-il encore d'autres exemples pour illustrer justement ces événements incitatifs, d'une certaine manière? Alors, vous avez cité ces exemples, ils sont tout à fait pertinents. Voilà, il existe des événements déjà annuels, Duoday, CEP, Semaine européenne pour le handicap, qui sont des événements nationaux aussi, et auxquels les employeurs publics sont tous invités à participer. Le but, c'est bien sûr de dynamiser leur communication, et je dirais aussi, comme vous voyez, on disait dans les précédentes causeries que l'organisation ne se fait pas forcément spontanément. Cette communication ne va pas forcément se faire spontanément. Et donc derrière cela, il y a aussi l'idée que nous avons des points de rendez-vous qui sont annuels,
voilà, qui ne posent pas à débat. Nous savons qu'ils existent, vous les avez cités dans votre question, et c'est tout à fait heureux. Mais pour nous, en tout cas, ce sont des points de rendez-vous, et c'est un minimum. Il ne faut pas laisser filer le calendrier sur la communication, cet impératif de communication que nous devons faire auprès des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. C'est vraiment l'ensemble des agents donc, que nous essayons de sensibiliser et d'informer et de former. Voilà. Et donc, pour cela, finalement, on crante. C'est le terme approprié. Sinon, on sait très bien qu'il ne se passera rien. Voilà. Donc, comme vous l'avez cité, il existe différents événements. Donc, il y a la CEP, le Duodet, donc, qui ont lieu en général en novembre de chaque année. Puis après, vous avez d'autres événements, des journées internationales. J'ai retrouvé la journée internationale des personnes en situation de handicap qui a lieu le 3 décembre. Là, on est vraiment axé sur des événements handicap. Peut-être plus recherchés ou plus étonnants, on a d'autres événements qui peuvent aussi intéresser. Je pense à la journée internationale des droits des femmes qui a lieu traditionnellement le 8 mars, tout à fait. Et là, ça peut être aussi l'occasion d'une communication sur le handicap de manière indirecte, en tout cas d'un témoignage croisé, par exemple, femmes et handicap. Et donc là, vous voyez que le sujet, il est pris sous l'angle de la lutte contre les discriminations. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans une politique de communication, ça devient finalement très agréable aussi, parce qu'on sait qu'il y a la partie généraliste qui, elle, ne change pas, qui demeure gratuite. On lance des actions de communication à tous les agents. Puis après, on cible bien certaines actions pour faire en sorte d'aller là où elles portent le plus. Je finirai aussi par rapport à ces événements que vous avez cités, CEP et Duodet, pour bien prendre conscience que ces événements, qui ont maintenant quelques années, ils ont aussi évolué eux-mêmes dans leur approche. On prend la semaine européenne du handicap. Elle est l'occasion, bien sûr, de sensibiliser tous les agents, les collectifs de travail. Mais aujourd'hui, c'est aussi devenu une journée à thème. Et donc la dernière CEP en 2023 a eu pour thème la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on voit que cette action de communication, elle-même, elle est plus ciblée en vérité, et qu'elle est amenée à se développer. Même chose pour le Duodet. Le Duodet, ça a été à l'origine la rencontre. Alors, je suis un peu provocateur dans la manière de faire, donc je m'excuse par avance d'être un peu schématique, mais c'était la rencontre d'un jour pour sensibiliser le collectif de travail d'une part, et puis la personne qui vient à la rencontre des professionnels pour aussi sensibiliser sur sa situation de handicap. Désormais, l'événement, il est axé davantage sur l'accueil, le recrutement. Bien sûr, il y a la sensibilisation, on ne la perd pas de vue. Mais il y a aussi cet aspect-là qui fait que l'employeur ne va pas avoir la même approche du Duodet qu'il ne l'avait précédemment. Et donc, il y a tout un travail en amont de préparation. Il faut regarder les profils qu'on peut faire venir. Puis être tout de suite dans une démarche d'intérêt de la personne qui vient nous voir par rapport au métier que nous proposons. Aussi, puisque du coup, on rentre dans une démarche d'accueil sur la journée, mais aussi de pré-recrutement. Il y a bien sûr l'organisation le jour J. Ça, c'est très important parce que ça se professionnalise de plus en plus. Moi, je constate qu'on accueille de plus en plus des personnes avec des handicaps invisibles, donc on ne peut pas gérer les choses de la même manière. Et donc, il y a aussi tout un travail d'anticipation sur la programmation de la journée qu'il faut avoir vis-à-vis des personnes que nous accueillons. Donc, c'est toute une série de petites choses comme ça, mais qui montrent le degré de maturité que nous pouvons acquérir sur cet événement. Et puis, ça, j'y tiens beaucoup, un suivi post-Duodet, c'est-à-dire que les personnes viennent effectivement sur une journée, mais ensuite, à mon sens, il est très important qu'on puisse filer dans le temps le suivi, au moins sur 6 mois. En tout cas, nous, c'est ce que nous réalisons à la mission handicap, pour savoir ce que deviennent ces personnes et pouvoir aussi ouvrir certaines portes. Je ne dis pas recruter forcément, ça c'est la marche haute. Si c'est possible, tant mieux. Mais dans le meilleur des cas, nous devons
garder ce lien pendant plusieurs mois et puis essayer d'ouvrir certaines portes, y compris vis-à-vis d'autres employeurs. Donc, il y a tout un travail qui se fait de coordination entre correspondants handicap. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je sais bien que certains vont dire que c'est une action qui est chronophage, hein, c'est la remarque qu'on me fait régulièrement. Et voilà, nous allons parler un langage vrai. C'est juste, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est une des missions cœur. Je suis bien d'accord, c'est une vraie visibilité en tout cas. Et c'est une vraie visibilité, voilà, tout à fait. Et je sais que l'Université de La Réunion organise régulièrement la CEP et le DIODE. C'est-à-dire que derrière l'événement, il faut voir aussi toute l'opportunité que nous pouvons avoir, au-delà du DIODE, l'accueil des personnes, même des recrutements, de créer des liens nouveaux. Et donc, par exemple, nous, cette année, on avait contacté une association de personnes en situation de handicap, très en amont, et justement pour être dans une perspective d'accueil le jour du DIODE, mais aussi dans une perspective de préparation à l'emploi. Et donc, on n'a pas eu les mêmes profils cette année que ceux qu'on avait les années précédentes. Je finirai sur votre question parce que je ne veux pas être trop long non plus. Je dirais, vous avez demandé les événements auxquels les employeurs sont incités à participer. Mais rien n'empêche pour l'employeur de réaliser ses propres événements. Et ça, c'est un phénomène aussi assez récent que je constate. Il y a certaines universités qui font, ou académies, qui font un DIODE en décalé. Ça arrive. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour du DIODE, il y a, entre guillemets, embouteillage. Oui, donc il y a trop d'offres par rapport aux demandeurs, aux personnes demandeuses. Et donc, on n'a pas forcément toujours l'accueil. On a la volonté d'accueillir, mais on ne peut pas forcément le faire, faute de candidats. C'est dommage. Donc finalement, l'idée d'un DIODE décalé, lorsque c'est possible, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis aussi, donc, on est dans un établissement d'enseignement supérieur. Il y a des liens qui sont extrêmement intéressants en interne qui peuvent être réalisés, et donc des événements possibles en lien, par exemple, avec les étudiants. Des rencontres entre référents étudiants et correspondants handicap. Et puis d'autres acteurs, on voit les acteurs du handicap, les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Alors j'ai noté aussi les SCUIO. Voilà, je n'ai pas l'acronyme en tête, mais voilà, il y a toute une série d'acteurs qu'on peut mettre en relation. C'est ça aussi l'opportunité de ces actions de communication. Tout à fait. Vous avez raison. Et puis en même temps, nous avons ici notre vivier, nous étudiants. Et à cet égard, puisque nous parlons du DIODE, sachez que le préfet a donc organisé un DIODE avec l'une de nos étudiantes en situation de handicap, actuellement en master à la faculté de droit de La Réunion. Donc c'est une vraie visibilité en tout cas. Cette même étudiante avait été également interviewée par la ministre Katabi lors de sa venue donc à La Réunion. Donc, vous voyez, on a une vraie visibilité, en tout cas, sur cette question-là. Ça corrobore effectivement ce que nous disons. Alors, c'est très, très intéressant parce que finalement, on se rend bien compte que ces dispositifs, ils évoluent. Exactement. Et que les correspondants handicap qui sont aussi en voie de professionnalisation modifient progressivement le visage de ces événements. Tout à fait. En tout cas, la question qui me vient également à l'esprit, pour poursuivre sur la communication adaptée, quelle est la place au fond du correspondant handicap et également des référents handicap dans cette communication que vous qualifiez d'adaptée? Oui. Alors là, effectivement, c'est une question importante et là, il faut bien clarifier les choses. Il ne faut pas se tromper. Le correspondant handicap, et je dirais le réseau qu'il anime de référents handicap inclusion professionnelle, ce n'est pas un réseau de communicants par eux-mêmes. Mais il est important que... Donc, je parle du correspondant handicap parce que c'est lui qui va organiser ces actions de communication. Là, on est bien dans le pilotage de la politique handicap d'inclusion professionnelle. Il est important que le correspondant handicap puisse s'appuyer sur des ressources de communication. Et il va s'appuyer aussi sur les référents handicap inclusion professionnelle pour aller chercher des témoignages en interne de son organisation. Donc, finalement, on voit bien l'interface que constitue le correspondant handicap. En revanche, donc, le correspondant handicap, lui, il doit toujours s'interroger sur le fond de l'action de communication, en lien avec les référents handicap de proximité. Et donc, en fonction de la maturité acquise de l'organisation, eh bien, il y a un diagnostic à poser
pour une communication adaptée et qui ne sera pas le même en fonction des employeurs. On n'est pas tous au même niveau, on le sait bien. Donc, on va aller plus vers des actions d'ordre généraliste ou plus ciblées, hein, si d'autres campagnes ont déjà été faites. Et donc, il faut d'abord s'interroger sur le type de communication adaptée, générale ou ciblée. Et puis ensuite, finalement, rentrer dans une politique de communication. Ça commence par la planification, justement, de ces événements d'ordre national, mais aussi territoriaux. Hein. Il y a aussi le FIP en local qui pose des événements, et puis l'employeur lui-même qui peut poser ses propres événements. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour atteindre les cibles établies. Donc, le correspondant handicap, hein, lui, mène une action, et en conclusion, on peut dire que cette action, elle doit toujours être en développement de la politique handicap d'inclusion professionnelle, et que le correspondant handicap, il a ce rôle d'orientation de la politique de communication en fonction aussi du pilotage de l'obligation d'emploi et des effectifs. Et c'est là qu'on voit que tout est lié, puisque les prérequis rejoignent la mission cœur de communication. Très bien. Alors pour terminer, il y a une dernière question qui me vient à l'esprit. Avez-vous des exemples d'actions de communication ou de supports de communication, justement du réseau de la sphère éducative? Oui. Parce que vous nous parliez d'exemples que vous vouliez nous présenter. Tout à fait. J'ai un petit peu de temps encore, donc je vais en profiter. Oui. Voilà. Donc ces supports, je vais vous présenter quelques supports de communication. Il faut savoir simplement, je reviens sur le projet stratégique, hein, ministère qui est en cours encore de concertation. Il prévoit la constitution d'une équipe ressources nationale pour la sphère éducative. Et cette équipe ressources, elle pourrait donc fixer des objectifs, des orientations nationales, mais pour guider, hein, pour accompagner les employeurs de la sphère éducative dans le déploiement d'actions de communication. Ça passe de manière très concrète par la réalisation d'un travail en pluridisciplinarité, hein, mais au niveau national, tant sur les contenus que sur leur forme, sur les supports de communication, et je dirais aussi leur actualisation, puisqu'on voit que cette politique, elle est en construction. Donc les supports que nous avons d'il y a quelques années, il faut les faire évoluer. Bien sûr. Pas forcément d'ailleurs les enlever. Donc on va y revenir. Voilà. Donc, il s'agit surtout de développer la culture de réseau, et donc je suis très heureux de cette question, puisque vous mettez en avant le réseau des correspondants handicap et de la mission handicap inclusion professionnelle. Donc, le réseau CH et MHIP, j'y tiens beaucoup. Et voilà, il s'agit aussi de proposer des supports de communication qui soient adaptables sur les territoires. Alors, je pense qu'on peut effectivement regarder quelques documents. Et là, vous voyez, il y a des affiches qui sont des affiches anciennes maintenant. Elles ont plus de 5 ans, qui sont des affiches du ministère. Et qui, justement, sont intéressantes parce qu'il y a une volonté de ne pas personnaliser le handicap. Donc, ce sont voilà, c'est des personnes qui parlent par le biais d'objets, hein, du quotidien. Voilà. Et simplement, quand on voit, donc, c'est je dirais le slogan de l'éducation nationale, hein, déclarer son handicap, ce n'est pas rien, mais ça change tout. Ça a été repris aussi dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est un beau slogan, il faut le garder. Hein. C'est pour ça qu'on ne remet pas tout en question. C'est aussi une marque, hein, marque employeur. Mais voilà, on voit hein, l'interrogation, si tu avais un handicap, tu le déclarerais, c'est déjà fait. Et alors ce premier jour, ça s'est passé comment? Avec mon recrutement au titre du handicap, tout était prévu. Alors, c'était aussi, donc là, il y a quelques années, peut-être un moment où on voulait axer beaucoup sur la déclaration, ce que je disais précédemment. Il faut le faire, bien sûr, parce que l'intérêt, c'est que les personnes se déclarent. Nous pensons que la déclaration BOE protège les personnes qui sont concernées par l'accompagnement hein, qui vient. Mais il ne faut pas que ce soit que la déclaration, parce que ça n'est qu'un moment. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir cette temporalité d'accompagnement qui arrive. Et donc quand on regarde ici, on voit déjà que, voilà, on voit adressez-vous, on a rajouté le correspondant handicap, pour faire en sorte que déjà il y ait ce lien qui se fasse, qui est ce lien direct de l'interlocuteur que la personne peut rechercher. Alors ça sera le correspondant handicap, mais quand le réseau des référents handicap, inclusion professionnelle sera en place, eh bien, il y aura aussi, pourquoi pas, les contacts des référents handicap.
Et puis on voit ici, cet encadré, c'est très simple hein, la communication. On a rajouté quelques éléments. Hein. Besoin d'évoquer votre situation de handicap avec votre service RH ou d'un aménagement de vos conditions de travail temporairement ou à plus long terme, point d'interrogation. Donc vous voyez que cette notion de temporalité, elle a été inscrite sur des supports déjà existants. C'est comme ça aussi qu'on fait évoluer les choses. Alors, arrivera un moment où on va changer, bien sûr, les affiches, mais voilà, nous faisons aussi avec ce que nous avons. Et l'idée, c'était d'actualiser nos supports par rapport aux communications, aux actions de communication actualisées et adaptées, je dirais, à nos organisations, à notre maturité aujourd'hui. Même chose pour les affiches qui suivent. Vous voyez, là encore, on retrouve les objets du quotidien et on retrouve toujours ce lien que nous créons entre la personne et, je dirais, le bon correspondant ou le bon référent, parce qu'on a beaucoup de personnes... Et la simplification que vous mettez en exergue, là. Voilà, tout à fait, exactement. Et puis, là encore, on retrouve le laïus sur, finalement, la nécessité aussi d'accompagner sur le long terme, et pas simplement se déclarer pour avoir un aménagement de poste ou voilà, pour avoir des aménagements horaires. Hein. Voilà. L'idée, c'est vraiment ce lien. Si on va sur le support suivant, là, c'était le flyer déclarer son handicap dont j'ai parlé tout à l'heure. Là aussi, celui-là, il est récent, il a 1 an et demi. Et donc, c'est le support national. Là, je vous montre les supports nationaux qui sont à la disposition de tous les correspondants handicap de la sphère éducative. Et donc, ce flyer, il est intéressant parce que finalement, il retrace tout le cheminement de la déclaration. Déjà, par la précision de la définition du handicap. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes tout à fait, qui sont en situation de handicap et qui s'ignorent. Puisque cette définition, elle est évolutive dans le temps. Elle a évolué. Donc, personnes qui rentrent dans le cadre aujourd'hui, qui n'y rentraient pas en 2005. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Et puis, vous avez aussi un rappel des bénéficiaires, qui sont BOE, mais aussi assimilés BOE. Tout ça, c'est ce que nous avons dit c'est ici, ce que nous avons dit dans les précédentes causeries, donc pour le pilotage de l'obligation d'emploi. Donc vous voyez, le pilotage de l'obligation d'emploi, il est réalisé par le correspondant handicap et les référents, mais on voit qu'il peut être aidé finalement par les personnes en elles-mêmes qui vont aller vers lui. Et là aussi, vous avez le contact. Voilà, auquel on peut s'adresser en toute confidentialité. C'est aussi important de rassurer par rapport à ça. Et puis, il y a aussi ici, je dirais, toute la démarche de déclaration, vous voyez, en 2 temps. Donc, c'est important que les personnes sachent que quand elles déclarent leur handicap, et qu'elles vont à la MDPH, l'employeur n'a aucun moyen de le savoir. Et que de toute façon, il y a une préparation du cadre administratif qui peut se faire dans le temps. Et on sait que déclarer son handicap, c'est difficile. Il faut être prêt aussi. Donc, si la personne n'est pas prête, rien n'empêche qu'elle dépose un dossier MDPH et qu'elle prépare le cadre administratif. Puis le jour où elle est prête, elle fait cette deuxième déclaration à l'employeur. C'est important de le présenter et de clarifier ces choses. Il me reste encore quelques minutes. Je voulais simplement aller sur des communications donc, de l'Académie de Lille, en l'occurrence. Voilà, donc très rapidement, il y a 3 documents que je voulais montrer. Le premier, c'est « Je suis un agent en situation de handicap ». Et là, vous avez du coup tous les renseignements, je dirais, essentiels de premier niveau que tout agent devrait connaître. Voilà, donc là encore, on retrouve les justificatifs, où s'adresser, les contacts, le nom du correspondant handicap, Monsieur Michael Buffard, qui a fait un excellent travail dans l'académie, voilà, et puis d'autres éléments. Voilà, donc, et on a la même chose en pendant. J'accueille un agent en situation de handicap. Très bien, ça. Ça, c'est pour les encadrants. Donc vous voyez que cette préparation en communication, elle se fait à la fois par la personne accueillie et par la personne qui accueille. Voilà. Donc on rappelle les rôles de chacun. Le nom du correspondant handicap, donc Monsieur Michael Buffard, comme ça, tous les managers sont au clair sur le contact. Alors, il y aura aussi après les référents handicap, quand tout ça sera bien maillé. Et puis, finalement, tout de suite,
les connexions se font. C'est ça aussi l'objet de la communication. Et je finirai, il me reste encore un tout petit peu de temps, oui, sur la communication CEP de l'Académie de Lille, la dernière communication, où on voit que justement, l'Académie a réalisé la CEP au moment de la CEP, donc en novembre 2023, et qu'elle a eu tout un programme, là on voit du lundi au jeudi, qui était clairement identifié par tous les agents. Donc on voit toute l'action de communication et la professionnalisation qui a été faite par cet employeur et cette académie sur cet événement. Donc c'est vraiment approprier l'événement national pour en faire un événement particulier, et d'autant plus que sur cette, alors on ne le voit pas à l'écran, mais je crois que c'est un peu difficile de le lire, mais elle a aussi, au lieu de prendre le thème de l'accessibilité numérique, qui était le thème de la CEP 2023, pour différentes raisons, je ne rentre pas dans les détails, elle a préféré aller sur ses propres besoins, et donc identifier ses propres thèmes dans le champ des aménagements techniques et de l'innovation, et dans le champ de l'accompagnement des situations de handicap invisibles. Voilà. Donc on voit donc toute l'importance de cette communication ciblée, adaptée en fonction des besoins constatés et établis par le correspondant handicap. Bien, merci beaucoup Jean-Xavier Lichelet pour cet éclairage sur l'importance de la communication adaptée. Merci à vous.